Donc, nous allons commencer. Bonjour ou bonsoir, où que vous soyez. Je m'appelle Guy Colway et je suis la directrice de renforcement de la communauté et aussi au Vaccine Institute pour la communauté Boost. Bonjour au nom de la communauté Boost et nous allons avoir notre session numéro 3 pour la bourse de relance post-Covid pour les programmes d'immunisation, combler les lacunes en matière d'immunité et relancer les programmes de vaccination. Aujourd'hui, réduire le nombre d'enfants à dose zéro. Avant de commencer, voici quelques questions pratiques. Si vous préférez entendre la session en français, on vous encourage à sélectionner le bouton interprétation en bas de l'écran. Vous allez voir un petit globe. Et aussi, nous avons inclus sur l'écran les étapes pour pouvoir arriver à l'interprétation. Ensuite, vous choisissez la langue française. Alors, bien sûr, vous pouvez vous engager dans le dialogue avec vos pairs et les facilitateurs pendant la session. Vous pouvez poser des questions, vous êtes encouragé à le faire. Donc, quand nous arrivons à la session de questions et réponses, vous pouvez soit lever la main et poser votre question oralement, ou bien le mettre dans le chat. N'oubliez pas de vous renommer votre nom, prénom et aussi votre pays pour qu'on puisse enregistrer votre présence aujourd'hui. Et évidemment, eh bien, je vous le rappelle, nous enregistrons non seulement l'anglais, mais aussi le français, ainsi que les présentations qui vous seront fournies d'ici la fin de la semaine par email. Mais aussi, ça sera posté dans le groupe de Boost, dans les ressources Boost. Prochaine diapo. Donc aujourd'hui, nous avons d'autres personnes qui vont parler. Samir Soda, qui est médecin et dans le renforcement de programme, le programme essentiel pour l'immunisation à l'OMS, et Niklas Danielsson, qui est spécialiste immunisation à l'UNICEF. Alors aujourd'hui, nous allons regarder l'aperçu donc de la proposition stratégique et aussi le modèle de l'étude de cas. Ensuite, rappel sur la session 2. Ensuite, comment combler les lacunes en matière d'immunité et pour les programmes d'immunisation et surtout l'approche de la dose zéro. Alors évidemment, je vous encourage à partager vos questions dans le chat. Prochaine diapo. Ceci dit, je vais donner la parole à Laura qui va parler donc de la proposition stratégique et du modèle d'étude de cas. Merci Lise, je suis Laura ici. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ils ont eu des questions sur la proposition stratégique et le modèle de l'étude de cas. Alors, parmi les attentes que nous avons vues, de la part pour la bourse, eh bien, nous avons pensé que oui, effectivement, les boursiers doivent travailler sur leurs propositions stratégiques. Et je suppose donc qu'il faut apprendre sur les aspects clés de la bourse et certaines approches avant d'entamer votre recherche. Et on s'attend à ce que vous travailliez sur cette proposition à partir de la semaine prochaine. Voilà ce que ceci va comprendre. Eh bien, on a dit déjà qu'il y a deux pistes. Piste A, qui, en fait, ceux qui veulent développer une proposition stratégique pour leur mise en œuvre. Ça veut dire pour ceux qui veulent donc mettre en œuvre des activités pour la reprise post-Covid, vous devrez écrire une proposition stratégique de prospective et en soulignant quelles sont les activités que vous voulez mettre en œuvre. Et donc, effectivement, il n'y a pas beaucoup de documentation très claire sur ce qui a été fait et comment ça s'est passé. Donc, on peut offrir la piste B, c'est-à-dire ceux qui ont déjà exécuté un plan de reprise post-Covid, mais vous n'avez pas de plan pour exécuter plus loin. Eh bien, si ceci est votre cas, vous pouvez donc écrire un cas rétrospectif à documenter des activités que vous avez mises en œuvre pour la reprise en matière de programme d'immunisation. Nous avons donc deux pistes A et B. Prochaine diapo. Nous avons développé donc un modèle qui peut aider les deux pistes.
pour documenter, qui peut aider à ce que vous voulez faire. Et il y aura 6 sections qui seront couvertes. A, c'est-à-dire le contexte. B, les objectifs et la justification. C, les méthodes. D, le budget et le temps. E, les résultats. Et F, d'autres informations. Voici à quoi ça va ressembler. Nous allons partager ceci dans les prochains jours. On va s'assurer que nous avons des contributions de tout le monde et puis les partager avec vous. Et à partir de la semaine prochaine, eh bien, nous allons définir certains des aspects clés avec ce modèle. Nous avons une petite question de sondage aussi pour vous. On aimerait savoir de votre part, sur la piste A, qui est donc un plan perspectif, ou plan B qui est rétrospectif. Donc, que prévoyez-vous de soumettre? Quels sont vos plans par rapport à ces deux choses que vous planifiez de faire? Voilà. Je vous donne quelques instants. Oui, les résultats sont presque là. Je vous donne encore quelques secondes pour répondre et nous allons ensuite partager les résultats. Alors, jusqu'à présent, je vois que plus de 60%, donc même 70% maintenant. Si c'est à 70, je vais arrêter. Donc, on opté pour la proposition stratégique post-Covid. On s'y attendait, en fait. D'accord. Donc, les 2 tiers d'entre vous veulent écrire une proposition stratégique par rapport à ce que vous voulez implémenter, alors que 20% de vous considèrent donc de documenter une étude de cas passée, et puis 13%, vous ne savez pas. D'accord. Alors que vous êtes en train de considérer ceci, regardez qu'est-ce qui serait le mieux pour vous au niveau d'un programme d'immunisation. D'accord. Prochaine diapo. Voilà. Merci à tous qui ont posté dans le groupe d'apprentissage par rapport à la question « Quels aspects des 2 premières sessions vous semblent les plus pertinentes pour le rétablissement d'un programme de vaccination ?» Eh bien, voici en fait les réponses. La plupart des gens ont noté l'importance de l'intégration et aussi, ça dépendait des pays, des contextes régionaux. Docteur Aminou de Nigeria a dit que le cours de la vie, l'intégration, c'est très pertinent pour la reprise d'immunisation dans mon pays. Voilà. Merci Lise. Eh bien, sur les réponses françaises, il y avait beaucoup d'intérêt de reconnaissance des opportunités ratées de vaccination et aussi de rattrapage des vaccinations. Voilà. Mais Monsieur Lazare du Tchad a parlé des stratégies MOV. C'était très important pour le contexte africain puisqu'il y a beaucoup de MOV dans son pays. Aussi, le Tchad, c'était l'un des premiers pays, en fait, qui a mis en œuvre une stratégie de MOV. Et vous pouvez voir les publications de ceci. C'est disponible. OK, je vous encourage à visiter, consulter le groupe d'apprentissage de Boost. Et dans le groupe d'apprentissage, on a vu les ressources actives, on peut voir les enregistrements, les présentations et les questions et les réponses de chaque session. Ceci dit, je redonne donc la parole à Laura. Prochaine diapo. Alors, la semaine dernière, nous avons couvert donc l'immunisation tout au long de la vie et l'intégration. Tout ceci, ça fait vraiment partie
partie donc de cette IA beaucoup de pays ont donc adopté cette IA 2030 et aussi nous avons parlé donc des stratégies qui comprennent justement combler les lacunes d'immunisation et aussi essayer de renforcer l'immunisation, les programmes d'immunisation pour essayer d'avoir plus de résilience. Prochaine diapo. Eh bien, pour le long de la vie, nous avons une discussion, cette approche. C'est vraiment, ça doit couvrir toute la vie et aussi les considérations à prendre quand on fait la transition vers une approche du long de la vie, tout au long de la vie. Pour rapport à l'intégration, elle peut avoir différents objectifs. Effectivement, il y a différents aspects de l'intégration. La terminologie que nous utilisons est très importante parce que l'intégration peut se passer à plusieurs niveaux et aussi il y a différents aspects qui sont déjà intégrés, mais on parle de la co-administration de multiples interventions en même temps. On sait aussi que ça peut donc améliorer la couverture d'immunisation et aussi pour l'intervention, d'autres interventions sanitaires. Et aussi, il faut aussi prendre en considération les risques d'intégration, d'accord, potentiellement. Les plus et les moins de l'intégration. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Prochaine diapo. Voilà. Je crois que je dois donner la parole à Samir maintenant. Merci, Lise. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on va commencer avec une petite question de sondage pour nous donner un petit peu un feeling de où en est tout le monde. Voici le sondage. Voici la question. Quel est l'objectif de la stratégie zéro dose? Réduire le nombre d'enfants à qui il manque le DTC 1, améliorer la couverture des doses de naissance ou améliorer la couverture et l'équité en vaccinant tout le monde. Donc, on est à 15%. Je ne vais pas vous donner les réponses tout de suite après, en fait. Ça, c'est juste pour une ligne de base pour connaître votre situation. Et après, à la fin, on partagera les résultats. Bon, pour voir si donc les résultats se sont améliorés. Voilà. OK. On en est à 50, plus de 50%. On attend encore un peu. OK, je pense qu'on peut arrêter le sondage. Comme vous voyez, c'est assez égal comme répartition des choix que je vous ai donnés. Donc, quelques personnes ont dit qu'ils ne savent pas. J'espère que ce 1% va disparaître. Donc, je ne vais pas vous donner tous les résultats maintenant et on va faire la session et je vais vous reposer la question à la fin de ma présentation. Alors, pour commencer, il faut parler des définitions. Alors, les enfants à dose zéro, qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants qui n'ont reçu aucun vaccin systématique. Et l'indicateur de suivi pour la dose zéro, c'est au niveau mondial et national, c'est l'absence de DTC 1. Il faut comprendre aussi qu'il y a les communautés à dose zéro, c'est un terme assez nouveau, les communautés présentant une forte proportion d'enfants non vaccinés. Donc, ceci peut être basé sur les mêmes caractéristiques socio-économiques ou géographiques. C'est important, ce n'est pas seulement géographique, mais si vous avez une haute proportion d'enfants à dose zéro dans des villages, eh bien, vous pouvez penser que ça reflète ce qui se passe dans la communauté. Donc, sur les ethnies,
l'ethnie et aussi, effectivement, si le groupe ethnique a une grande haute proportion, eh bien, peut-être ils peuvent être dispersés dans tout le pays. OK, les communautés à dose zéro, c'est un terme nouveau. C'est similaire aux communautés manquées, aux communautés marginalisées ou aux populations négligées. Et en fait, j'interchange souvent dans cette présentation les termes. En tout cas, je vais dire souvent communauté manquée. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La question est, donc, pourquoi donc que ceci fait partie de la reprise après COVID et comment ceci peut aider pour les programmes d'immunisation? Prochaine diapo. Eh bien, pour répondre à ceci, il faut comprendre quelles sont les tendances dans la couverture mondiale d'immunisation. Eh bien, vous voyez sur le temps, entre 1980 et 2020, eh bien, avant la pandémie, eh bien, il y avait une couverture de 86%. Mais hélas, ensuite, c'était 19 millions d'enfants qui n'avaient pas reçu la dose de DTC. Et parmi ces 19 millions, il y avait déjà beaucoup de personnes qui n'avaient pas reçu la dose. C'était très important donc d'améliorer les choses. Et puis après, la pandémie est arrivée et ça a empiré le problème. Donc en 2020, c'est descendu à 83% la couverture. Et en fait, c'est les chiffres les pires que nous avons eus au niveau de l'immunisation mondiale. Ensuite, en fait, 2020, les enfants qui n'ont pas reçu le DTC est monté à 3,7 millions. Donc, 95%, c'était en fait des enfants à dose zéro. C'était justement ceci, c'est essentiel de reconnaître la connexion entre la reprise à cause de COVID et l'immunisation. Prochaine diapo. Donc, ceci n'était pas isolé au niveau géographique. Vous voyez donc le nombre d'enfants à zéro dose et plus le cercle est grand, plus les nombres sont importants. En 2019, toutes les régions donc, ont vu une augmentation de la nombre des enfants. En Afrique, plus 10%, et aussi en Asie, ils ont doublé leur nombre de ces enfants-là. Prochaine diapo. Donc, la question, on peut la mettre dans le chat. En plus des problèmes de couverture dont j'ai déjà parlé, pourquoi on veut se concentrer sur les enfants à dose zéro et quels sont les problèmes donc de ces communautés-là? Si vous pouvez me mettre dans le chat quelques pensées. Pourquoi donc la dose zéro est importante? Docteur Sophia de Pakistan répond, c'est contre les épidémies, elle dit. Alors, accès à l'immunisation et au système. Je vois beaucoup de réponses. Donc, c'est la charge économique. Oui, effectivement. Prochaine diapo. Donc, je vais vous montrer les trois concepts importants dont vous avez en fait déjà parlé justement. Pourquoi se concentrer sur les enfants à dose zéro? Premier problème, équité. La plupart des enfants à dose zéro vivent dans des communautés marginalisées. Alors, il y a trois contextes là où il y a beaucoup d'enfants à dose zéro. Eh bien, dans les zones rurales, il est difficile d'accéder aux enfants. Dans les quartiers pauvres des villes et ceux qui sont affectés par le conflit, les conflits, c'est impossible d'accéder à ces enfants. Donc aussi, il y a des problèmes, des obstacles de genre. Et ça, le problème est partout, dans tous les contextes. Alors, dans les zones rurales éloignées, eh bien, il y a un coût marginal pour atteindre les gens. Ce coût marginal est élevé. Aussi, le recrutement, la fidélisation, la motivation des agents de santé sont entravés par les limites du contexte. Les longues distances constituent un défi supplémentaire pour les systèmes de chaîne du froid et d'approvisionnement. Les gens ont un pouvoir sociopolitique limité et les données sur les populations sont incomplètes.
Aussi, donc, c'est très difficile dans les quartiers urbains, manque de données précises et désagrégées. Effectivement, à cause des défis, la distance sociale et la discrimination, les résidents des colonies illégales craignent de rencontrer les autorités publiques. La conception des services d'immunisation les rend inaccessibles. La sécurité limite l'accès des communautés et les multiples parties prenantes et le manque de partenariat efficace. Et les données sont inexactes souvent à cause des problèmes dans la communauté. Prochaine diapo. Alors, dans les zones affectées par le conflit, effectivement, ceci a un impact négatif sur les enfants à dose zéro. Les dommages des infrastructures existantes, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, la perte et les migrations de travailleurs qualifiés dans le domaine de la santé, la diminution de l'accès aux zones en raison de l'insécurité et le déplacement de populations à grande échelle, la difficulté à suivre les populations. Prochaine diapo. Donc, pour le chat, j'ai une question pour vous par rapport aux problèmes basés sur le genre. Comment les obstacles liés au genre contribuent-ils au problème de la dose zéro? À la session 1, nous avions parlé de montrer comment donc le genre joue un rôle très important dans toutes nos thématiques. OK. Docteur Adora dit qu'il y a beaucoup de travail pour les femmes, trop de responsabilités. Aussi, le manque de vaccins, de femmes vaccinées, discrimination dans les régions rurales. Oui, à nouveau, un manque de décision des maires, en fait. Ceci va capturer les concepts importants. Je vais vous encourager de continuer à partager vos pensées parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont dites ici et nous avons besoin de voir ceci, nous tous. Prochaine diapo. Donc, c'est important de voir donc, quelle est l'influence du genre sur les communautés à dose zéro? Effectivement, les maires, qui sont généralement les principaux pourvoyeurs de soins, sont limités par le statut inférieur dans les communautés et les capacités d'action limitées. Elles ont des obstacles physiques et temporels à l'accès aux services de la vaccination. Elles ont un manque de connaissances en matière de santé et aussi une expérience d'une mauvaise qualité de service qui peut les dissuader de rechercher des services de la santé. Donc, les problèmes liés au genre, ce n'est pas seulement sur les mamans, mais aussi il y a un problème avec les travailleurs de la santé. En fait, 70% des travailleurs de la santé sont des femmes, mais il y a seulement 25% de seniors qui sont des femmes, donc qui peuvent prendre des décisions. En fait, les obstacles liés au genre, eh bien, c'est tout un problème dans les programmes d'immunisation. Ça affecte non seulement les bénéficiaires, mais aussi les travailleurs de la santé. Nous devons être progressifs là-dedans pour essayer de faire des améliorations dans nos programmes. Prochaine diapo. Un autre problème, en fait, c'est justement les soins, les soins primaires. Les communautés à dose zéro, souvent, ils n'ont pas de services de santé réguliers. Donc, quels sont ces enfants à dose zéro? 2 enfants sur 3 vivent dans des foyers qui sont en dessous de la ligne de la pauvreté, en fait. 47% ont moins de chances d'avoir une mère qui a reçu des soins prénatals, 47% ont moins de chances d'avoir une mère qui a accouché dans un établissement de soins et 33% ont moins de chances de vivre dans un foyer disposant d'eau et de produits de nettoyage. Donc, c'est très important d'entrer dans ces communautés-là et l'importance de l'intégration est très, très importante et on en a déjà parlé la semaine dernière. Prochaine diapo. Donc,
Vous en avez déjà parlé. L'autre problème par rapport à ces enfants à dose zéro, c'est la sécurité sanitaire. Ils vivent dans des communautés et sont beaucoup vulnérables aux foyers et aux épidémies. Évidemment, beaucoup de contamination est possible. Ils sont très vulnérables, ces enfants, à cause de leur taux de vaccination qui sont très faibles. Aussi, ces communautés sont pauvres, mal nourries et ils ont peu d'accès au SSP. Effectivement, très vulnérables à la morbidité et à la mortalité. Cette slide vous montre les lieux et les tailles donc des foyers importants ou perturbateurs dans les 12 derniers mois. Voici les défis que connaissent certaines régions du monde. Donc, ils ont beaucoup d'enfants à donne zéro. Ça les rend très, très vulnérables, ces pays. Et en plus, à cause de la COVID, et effectivement, s'il y a d'autres pandémies, il va y avoir encore plus de risques. Les enfants à dose zéro sont au cœur des stratégies mondiales de vaccination. Effectivement, nous avons l'agenda d'immunisation de 2030 et le Gavi 5.0. Prochaine diapo. En fait, à la fois IA 2030 et Gavi 5.0 sont alignés sur cette stratégie de la dose zéro et l'objectif de la dose zéro est écrit ici pour les deux stratégies. Voici les mots exacts. Ne laissez personne de côté. Et vraiment, c'est pour des enfants qui n'ont pas reçu de vaccination. Donc, si on regarde dans les détails, on parle des enfants qui n'ont pas reçu de vaccination par des services de routine. Vous voyez? Et on les oublie souvent. Donc, régulièrement, il faut les atteindre, ces enfants. Et parfois, il y a un petit peu une confusion. Ce n'est pas seulement une dose unique ou seulement le DTC, mais c'est régulièrement, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de dire? L'objectif ici, c'est de complètement vacciner les enfants à dose zéro et vraiment les vacciner en tant que point d'entrée pour tout un ensemble de services de soins primaires. Voici la stratégie. C'est de réduire le nombre des enfants à dose zéro d'ici 2030 de 50%. Et le Gavi, c'est de réduire de 25% le nombre d'enfants ne recevant pas de dose d'ici 2025. Prochaine diapo. Donc, le Gavi a développé ceci dans le cadre de l'IRMA, utiliser la stratégie de la zone zéro pour renforcer les soins de santé. IRMA, ça veut dire identifier, atteindre, mesurer, surveiller et plaidoyer. Regardez ce diagramme au centre. Vous verrez donc les communautés ratées et à dose zéro doivent être au centre de cette stratégie. Ça doit être centré sur les communautés. Alors, identifier, ça a deux parties. Tout d'abord, c'est de trouver et décrire ces communautés zéro. Et ensuite, deuxièmement, aller vers ces communautés, les écouter et comprendre quels sont les obstacles à la vaccination. Une fois que ceci a été identifié, on va à l'accès, reach. D'accord? C'est très important. Et il faut essayer d'intégrer les services autant que possible et d'une manière pérenne. Il va falloir mesurer tout ceci, ces interventions, parler aussi aux leaders politiques pour que ces communautés reçoivent une priorité. Je veux passer la parole maintenant à mon collègue Nicolas. Peut-être je peux commencer la question avant qu'il arrive. Voici la question. Quel type de défi anticipez-vous avec l'identification d'enfants et de communautés à dose zéro? À vous, Nicolas. Merci, Samir. D'accord, je me vois fantastique. Merci beaucoup. Je m'appelle Nicolas et je travaille donc à l'UNICEF
au siège social. Je travaille avec Samir sur la mise en œuvre de ce type de stratégie de zéro. Donc, Samir a parlé de la raison d'être. Donc, sur le fait d'accéder à ces enfants à dose zéro. Eh bien, une fois que vous accédez à ces enfants à dose zéro et qu'ils reçoivent leur première dose, eh bien, les chances de complètement compléter les programmes de vaccination va s'accroître de manière très dramatique. Mais la question, c'est comment vous trouvez ces enfants à dose zéro ou où trouver les communautés où ces enfants à dose zéro vivent et comment amener les vaccins vers eux. Prochaine diapo. OK. Donc, la première étape était d'essayer d'estimer le nombre d'enfants de 0 dose que vous avez dans votre pays, dans votre province, dans votre district ou même dans votre localité. Vous connaissez la définition, vous comptez le nombre d'enfants DTC et puis vous déduisez ceci sur le nombre d'enfants que vous pensez qui sont nés dans cette région et vous avez donc le nombre à vacciner. C'est important de pouvoir estimer le nombre des enfants à vacciner. OK, vous connaissez sûrement la stratégie RED et voici, en fait, c'est une stratégie pour estimer le nombre d'enfants à dose zéro. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK. Et puis maintenant, vous devez réfléchir à ces communautés. Où sont ces enfants à dose zéro et quels sont leurs attributs? Pourquoi ils n'ont pas été accédés? Pourquoi ils n'ont pas pu accéder aux services d'immunisation? Prochaine diapo. Ensuite, vous devez, je vais vous rappeler les autres diapos où on a 3 environnements, c'est-à-dire les zones rurales, les quartiers pauvres dans les villes, les problèmes à cause des conflits et aussi les problèmes à cause du genre. Voilà. Et bien, effectivement, il y a beaucoup d'enfants à dose zéro dans ce type d'environnement, de contexte. Effectivement, le genre, ça aussi, ce sont les genres, les obstacles du genre et c'est difficile pour les femmes d'avoir accès, d'utiliser les services et aussi c'est difficile pour les travailleurs à la santé femmes pour influencer et concevoir aussi les services. Prochaine diapo. Alors, maintenant, ça, c'est un processus analytique pour comprendre où vous allez trouver ces enfants à dose zéro et pourquoi ils ne sont pas vaccinés et comment vous pouvez les vacciner. Comment vous pouvez donc changer vos services d'une manière sur mesure, en fait. Donc, je vous montre ici la boîte d'outils HEAT, H-E-A-T, qui est en fait l'évaluation d'équité sanitaire. C'est une application logicielle à laquelle vous pouvez avoir accès qui facilite l'évaluation des inégalités de santé au sein d'un pays. Il y a aussi un manuel sur la surveillance de l'inégalité dans la vaccination. Ce manuel, étape par étape, peut vous montrer comment évaluer donc votre région. Et troisièmement, il y a l'évaluation de la couverture et de l'équité. Aussi, c'est un manuel publié par l'OMS pour montrer les résultats. Ça présente les résultats. Il y a un modèle pour savoir comment écrire un rapport pour essayer d'éviter de rater des aspects importants de votre évaluation de couverture. Prochaine diapo. Alors, prochaine étape est d'opérationnaliser cette stratégie de la zone zéro. Une fois que vous avez identifié la communauté,
et comprendre pourquoi ils n'ont pas été vaccinés. Alors, c'est identifier, comprendre les obstacles à la vaccination. Prochaine diapo. Aussi, ce qui est important de cette analyse, peut-être c'est à cause de l'approvisionnement, peut-être c'est à cause de la chaîne froide, etc. Mais aussi, il faut voir effectivement quels sont les problèmes comportementaux et les moteurs sociaux de la vaccination. En anglais, ça s'appelle le BESD. Il y a plusieurs ressources qui peuvent vous aider à comprendre justement les problèmes comportementaux et les moteurs sociaux. Prochaine diapo. Les occasions ratées, les MOV, on en a déjà parlé dans la session numéro 1. C'est très important comme aspect, évidemment. Effectivement, je vous rappelle que les MOV sont très, très importantes par rapport à ces enfants à dose zéro. Parce que ça soit dans le soin curatif ou alors dans l'anténatal, ou que ça soit dans l'intégration, dans les services de vaccins ou dans les soins primaires, eh bien, effectivement, ou si on veut essayer d'avoir des programmes contre les vers, etc., eh bien, tout ceci doit être fait pour essayer de renforcer et réduire le nombre de MOV en s'assurant que les vaccins soient disponibles dans les différents moyens, à part l'immunisation, dans les accès. Donc, vous avez différentes ressources ici sur la diapo. Donc, maintenant, nous parlons de l'accès, justement. Donc, je vous avais parlé de l'IRMA, identifier, accéder, surveiller et plaidoyer. Il faut comprendre, il faut décrire les obstacles à l'immunisation. Et puis ensuite, vous allez pouvoir planifier des interventions pour pouvoir améliorer l'accès du programme. Prochaine diapo. Donc, il y a plusieurs stratégies d'intervention que vous avez à votre disposition. Vous pouvez choisir ce qui vous convient selon votre situation, votre contexte. Effectivement, le PIRI, qui est donc l'intensification périodique de la vaccination de routine. Par exemple, envisager le PIRI pour administrer les vaccins de routine rapidement à grande échelle ou à une cible élargie. Effectivement, donc c'est difficile au court terme d'avoir une immunisation. Donc, vous pouvez considérer une approche PIRI. PIRI veut fournir tous les vaccins dans le programme de vaccination. Et aussi, il nécessite de vérifier le statut des vaccinations des enfants, d'enregistrer aussi tous les vaccins administrés. Et ça, c'est la différence entre PIRI et une vaccination supplémentaire Alors, ici, les personnes qui vivent dans les quartiers ruraux pauvres, dans les bidonvilles, ils ont beaucoup de problèmes pour avoir accès aux vaccins. Donc, ce sont des problèmes, vous voyez, des problèmes géographiques. Ce n'est pas la distance, c'est plutôt une barrière ou pardon, un obstacle social, des discriminations, où justement ces personnes ne peuvent pas avoir accès dans ces quartiers pauvres, à avoir accès aux services de la santé qui sont situés peut-être dans des quartiers plus riches. Donc, il y a
une boîte à outils pour essayer de répondre à ces problèmes particuliers. Prochaine diapo. Voilà. Alors, les communautés affectées par les urgences humanitaires aiguës et aussi celles qui sont affectées par les conflits et l'insécurité, c'est un problème bien particulier. Pour réduire le nombre des enfants ados zéro, eh bien, il y a beaucoup de ces enfants que l'on va trouver dans ces urgences humanitaires, dans des zones de conflit. Eh bien, c'est peut-être une urgence humanitaire aiguë, comme on l'appelle, et ces deux guides seraient intéressants pour vous, pour vraiment essayer de regarder ceci. Aussi, c'est pour ceux qui vivent dans les zones de conflit et les gouvernements ne peuvent pas avoir accès à ces familles. Ils ne sont pas équipés, donc, et en plus, les services sanitaires se détériorent énormément. D'accord. Prochaine diapo. Ici, c'est un rappel. Il est important de comprendre que cette stratégie pour les enfants ados zéro n'est pas juste pour accéder à ces communautés une fois, mais il faut les intégrer. Il faut pérenniser les interventions visant à vacciner complètement et à renforcer le système de santé, les soins de santé primaires ou SSP dans les communautés ados zéro. Et aussi, il faut renforcer les services de soins primaires et aussi les services sociaux et aussi les systèmes d'eau et d'assainissement, l'éducation, la sécurité. On utilise l'identification de ces communautés ados zéro comme moyen de trouver donc les communautés qui sont non privilégiées et marginalisées. Alors, les rattrapages, les vaccinations de rattrapage sont très, très importantes parce que maintenant, justement, nous voyons beaucoup de perturbations de la vaccination à cause de la COVID en 2020, 2021 aussi. Et voici un guide de l'OMS sur la planification et la mise en œuvre de la vaccination de rattrapage. Prochaine diapo. Assez particulier ici, comme problème, pour essayer d'accéder aux enfants ados zéro, eh bien, il faut les détecter. On les détecte trop tard, en fait. Donc, la limite d'âge qui est souvent mise en œuvre, pas à cause de politique, mais à cause de pratiques et de règles internes dans les programmes font que c'est difficile et même parfois impossible de vacciner les enfants qui ont une dose primaire de pentavallium et IPV, s'ils ont passé déjà un certain âge, ou bien de leur donner une deuxième dose pour la rougeole, etc. Donc, voici les ressources ici pour la deuxième année de la vie. Ceci vous donne un guide pour la deuxième année de la vie, cette plateforme-là. Ceci vous rappelle aussi qu'il ne devrait pas y avoir de date limite, d'âge limite, vous voyez, pour ces enfants, ou bien pour les rattrapages pendant le post-Covid ou à n'importe quel moment de la fourniture de vaccination. Ça, c'est une autre ressource, un autre guide pour vous qui s'appelle Travailler ensemble. En fait, c'est pour intégrer donc pour les services d'immunisation pendant tout le long de la vie. Ça, c'est une illustration. C'est très, très compliqué. Vous ne pouvez pas le lire sûrement maintenant, mais ceci vous montre combien c'est différent. En fait, les programmes verticaux
peuvent être intégrés dans nos services d'accès et dans l'administration donc de la vaccination routinière tout le long de la vie. Prochaine diapo. Voilà. Suivre la mise en œuvre et mesurer l'impact. Vous devez le savoir. Quand on met en œuvre la reprise pour renforcer les services et pour ces enfants à dos zéro, c'est important de suivre, surveiller la mise en œuvre et de mesurer l'impact des interventions que nous avons mises en œuvre. Prochaine diapo. Alors, voici les enregistrements à domicile. Ils sont toujours au cœur de ces enregistrements de vaccination. Et la disponibilité varie tant au niveau des établissements de santé que des ménages. En fait, les parents n'ont pas accès aux enregistrements à domicile tout simplement parce qu'on ne les donne pas, on ne leur donne pas ceci. Et quand ils viennent au centre de vaccination, pourtant c'est très, très important pour déterminer les services requis et suivre les progrès réalisés pour vacciner complètement les enfants tout au long de leur vie. Innovation. Alors, une crise, c'est toujours une opportunité pour une innovation. Et nous sommes au milieu d'une crise, une très grande crise dans ce programme mondial d'immunisation. Et nous avons expérimenté ceci. Donc, l'innovation, comment ça se présente? Parfois, les gens pensent, oh, les innovations, c'est des interventions techniques ou bien ce sont des systèmes d'informatique géographique ou bien des routes numériques, des microplans numériques, l'utilisation de smartphones, etc., téléphones smart. Mais l'innovation, ce n'est pas obligatoirement dépendant de la technologie ou de coûts chers. Il y a beaucoup d'exemples d'innovations opérationnelles qui peuvent être mises en œuvre vite et facilement. Exemple, par exemple, les campagnes, justement, pour identifier les communautés à dos zéro, tirer parti d'autres programmes pour atteindre les communautés à dos zéro, modifier les jours et les horaires des services aussi. C'est simple. Voilà. Pour répondre aux besoins des aidants, pour accommoder les besoins des aidants. Prochaine diapo. Alors, pour aller de l'avant, je vous ai montré très rapidement un nombre donc de ressources, de guides, de documents. Et effectivement, ils sont absolument disponibles, mais la difficulté, c'est de les mettre en œuvre pour trouver une solution pour l'avenir, pour faire ceci dans un contexte local et aussi au niveau national. Alors l'OMS et l'UNICEF et Gavi aussi, et les autres partenaires sont ici pour développer des stratégies complémentaires et pour aider à la mise en œuvre, pour le développement de propositions et accéder au financement pour ces stratégies-là. Prochaine diapo. Alors, du côté technique, alors, TechNec 21, j'espère que vous connaissez bien cette ressource de TechNec 21. Maintenant, c'est une base de données, un inventaire de ressources techniques et vous aurez donc l'option de naviguer par IRMA. Alors, cette base de données est organisée justement
par ce cadre IRMA, identification, accès, mesurer, surveiller et le plaidoyer. Et donc, c'est pour les ressources qui peuvent être très, très utiles pour votre propre situation. Vous avez le lien écrit sur cette slide. Prochaine diapo. Eh bien, voilà, je veux faire la publicité de cette communauté à dose zéro de pratique. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint cette communauté, c'est une plateforme ici où quiconque qui est intéressé par la stratégie à dose zéro peuvent dialoguer, parler avec des personnes aux quatre coins du monde, dans d'autres pays, dans d'autres organisations, sur les stratégies pour réduire le nombre d'enfants à dose zéro. Vous avez le lien ici et vous pouvez trouver les pages où vous pouvez vous enregistrer. Je vous encourage absolument à le faire. Ça peut vous aider vraiment avec votre projet de bourse. Prochaine diapo. Maintenant, on revient à cette question et Samir l'a posée au début. Quel est l'objectif de la stratégie à dose zéro? Alors, on répond à nouveau à cette question. Répondons à cette question à nouveau. Alors, on dirait que 50% d'entre vous ont répondu. OK. Peut-être nous devrions montrer les résultats maintenant. 2 tiers d'entre vous ont répondu. Est-ce qu'on pourrait comparer avec les réponses du début? Ce n'est pas très encourageant parce que beaucoup d'entre vous, 42%, ont toujours répondu que l'objectif de la stratégie à dose zéro, c'est de réduire le nombre d'enfants à qui il manque la première dose DTC1. C'est un indicateur, c'est comment on mesure combien il y a d'enfants qui ne sont pas vaccinés, mais ce n'est pas ce qu'on veut réaliser. C'est pour que tous les enfants qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui puissent recevoir tous les vaccins, qu'ils puissent être complètement immunisés. Donc, pour améliorer la couverture et l'équité en vaccinant complètement tous les enfants et aussi utiliser l'identification de la dose zéro dans les communautés comme moyen d'autres services de la santé et aussi d'autres services sociaux pour trouver un moyen vers ces communautés pour y accéder et donc leur fournir des services. Donc, j'aimerais bien qu'on discute de ceci un peu plus. Il y a une différence entre l'indicateur et on ne veut pas essayer d'avoir un programme avec juste avoir accès avec un indicateur. On veut essayer d'atteindre l'objectif de la stratégie même et de s'assurer que tout le monde, partout, surtout dans les communautés marginalisées, et, the protection of all the vaccines in the vaccination program. Nicholas, may I interject? Accès au programme de vaccination. Est-ce que je peux dire quelque chose? Quand on a développé ces questions, je pensais qu'on allait avoir ce type de problème. Pas de problème, en fait. Donc, en fait, on veut stimuler la conversation. Eh bien, il y a
une réponse correcte et une réponse semi-correcte. La réponse correcte, c'est d'améliorer la couverture et l'équité, d'accord? C'est la réponse plus correcte. Donc, réduire le nombre d'enfants à qui manque le DTC1, c'est pas complètement correct, mais on ne veut pas perdre la grande image qu'on peut dire, toute la situation. Donc, j'aurais peut-être une petite expérience à partager avec vous. J'espère que ça va clarifier les choses. Je suis un docteur à la base et je me rappelle que quand je travaillais dans l'hôpital chaque année, il y avait toujours une incidence commune où il y avait un étudiant médical qui entendait le moniteur cardiaque qui était tout plat et il paniquait et chaque fois il faisait la réanimation. Et c'est-à-dire, en fait, le patient était vivant et il était réveillé, mais on lui faisait la réanimation. Pourquoi? Parce que l'étudiant, il écoutait la machine, mais pas le patient. Vous comprenez? Il avait oublié de parler au patient. De même, on a besoin d'un indicateur, on a besoin de ces instruments, de ces machines pour nous guider. Mais on ne doit pas être complètement fixé, sinon on va perdre la situation complète. C'est comme l'étudiant, vous voyez, qui faisait la réanimation au patient, qui était réveillé parce qu'il se fixait sur la machine cardiaque. D'accord? Donc, il faut suivre le DTC comme un indicateur, mais honnêtement, ça ne va pas être complètement fiable. Il faut regarder à l'extérieur de cette boîte. Ne oubliez jamais quel est l'objectif final qui est vraiment de complètement vacciner les personnes les plus marginalisées. J'espère que ça aide, ce que je viens de dire. Oui, je pense que c'est bien clair maintenant. Et je pense, si j'essaye de réfléchir un petit peu là-dessus, c'est très important comme changement. Programme d'immunisation, pendant très longtemps, ça a été vraiment le programme sanitaire qui a accédé à la plupart des enfants, même dans les pays à revenus bas. Et puisque nous avons un bon moyen d'identifier donc les communautés marginalisées et d'accéder aux enfants, nous avons la responsabilité d'utiliser ce marqueur des communautés marginalisées pour aider à avoir accès à d'autres programmes, d'autres services sanitaires primaires et les services sociaux. On veut voir ce changement jusqu'à 2030, vraiment, et avec la version Gavi 5.0. Tout à fait. Est-ce qu'on peut passer aux questions maintenant? Oui, on a reçu beaucoup de questions dans le chat. OK. En attendant d'en avoir certaines, alors, on m'a dit que les liens web ne marchaient pas. Désolée pour ceci, parce que l'OMS a changé son serveur. Donc, du coup, on n'a pas mis à jour certaines de ces diapos. On croyait qu'on l'avait fait, mais on ne l'a pas fait complètement. Donc, quand les diapos seront disponibles pour vous, eh bien, nous allons tout à fait mettre à jour tous ces liens et je m'en excuse. D'accord. Je vais repasser la parole à Laura aussi pour pouvoir lire les questions. Et Jimmy aussi. Bonjour. Première question, c'est une clarification. Mazamao demande, c'est en français, mais je vais vous la lire en anglais. Si j'ai bien compris, pour les enfants de 0 à un âge avancé, le programme de vaccination entier doit être répété comme si c'était de la naissance? Alors, je dirais, il faut voir vos directives selon votre pays, selon l'âge donné. Qu'est-ce qu'on veut dire en fait? OK. Le but, c'est de complètement vacciner l'enfant
et de l'amener dans le système, pas qu'il ait juste une visite. Donc, vous allez donner tous les vaccins auxquels il a droit le jour de la visite. Et si c'est pour compléter une série, peut-être il faut qu'il revienne une deuxième fois. Mais s'ils ont besoin de tous les vaccins selon les directives de votre pays et le programme de rattrapage, du point de vue de l'OMS, certains vaccins, le rotavirus, on ne recommande pas de faire ceci après l'âge de 2. Ils ne sont plus admissibles, d'accord? Ce n'est pas vraiment un bénéfice. Mais le but, donc, ce n'est pas justement de leur donner une dose, mais c'est vraiment complètement vacciner toutes ces communautés qui ont raté ces opportunités. D'accord? Autre clarification. Est-ce que la dose 0, c'est juste pour les communautés marginalisées et défavorisées? OK, je peux répondre. L'objectif, comme Samir a dit, c'est avec la stratégie de dose 0 de vacciner tous les enfants avec tous les vaccins. Donc, les enfants non vaccinés ont été les plus résistants depuis les 10 dernières années. La proportion d'enfants non vaccinés qui ne sont pas en contact avec un programme de vaccin, ils sont plus résistants au changement que la proportion des enfants qui ont commencé mais n'ont pas complété les programmes de vaccination. Donc, ce groupe a réduit avec le temps, alors que le groupe qui n'est pas du tout vacciné est devenu résistant. Et le fait que si un enfant vient en contact avec un service de vaccination et a sa première dose de vaccin, eh bien, leur chance d'avoir toutes les doses monte dramatiquement. C'est pour ça que c'est important d'accéder aux enfants non vaccinés. Donc, il y en a partout dans le pays, mais ils ont tendance à se concentrer dans certaines communautés et qu'on appelle marginalisées ou défavorisées. Le nom, c'est vraiment, ça veut dire le même type de communauté, groupes de population qui ne sont pas accédés par nos services ou bien à cause de la discrimination, stigmatisation, ou bien parce que c'est trop loin, ça coûte trop cher, OK, d'avoir l'accès, ou ils sont discriminés parce que ils ne sont pas citoyens du pays, ils sont des réfugiés, ils sont sans papier, ou ils appartiennent à un certain groupe religieux, vous voyez? Donc, le focus de la stratégie n'est pas seulement sur ce groupe-là, mais c'est là où vous allez avoir le plus de succès si vous voulez réduire le nombre des enfants à dose 0, vous voyez? D'accord. Je vois une question qui revient souvent dans le chat. Peut-être on peut la poser. Pourquoi est-ce que c'est DTC1 qui est considéré comme l'indicateur? Très bonne question. C'est important de se rappeler que c'est un indicateur pour nous, pour surveiller au niveau mondial et potentiellement nationalement. Quel est l'objectif? C'est d'identifier ces populations qui n'ont pas accès aux services d'immunisation routinière. Donc, on a regardé différentes possibilités. Quel était le vaccin qui était le plus représentatif? Eh bien, on a trouvé que c'était le DTC1. Tout d'abord, universellement, on le trouve dans tous les programmes de vaccination de pays, opposé au BCG, vous voyez, et hélas, pareil. Donc, en fait, il faut que ça soit disponible. L'autre raison, par rapport à la dose de naissance, ça dépend de votre contexte. Peut-être la dose de naissance ne peut pas être offerte
typiquement, ça peut être offerte par l'institution dans un hôpital qui est très approprié, mais si vous essayez de suivre l'accès aux services, peut-être on va rater certaines populations qui ont cette dose de naissance, mais qui après n'ont pas accès aux autres vaccinations. Donc, on a décidé que DTC1 était le meilleur indicateur quand on combine que c'est un vraiment très convenable, ce n'était pas difficile à mesurer. Et puis, théoriquement, si vous voulez prendre la dose 0, ce ne serait pas faux de regarder à tous les vaccins. Ce n'est pas techniquement faux de le faire, mais c'est très, très difficile de le suivre, de faire la surveillance. Du coup, DTC1, ça comprend tous les besoins qu'on recherche. Et je veux dire, c'est ceci qui a été décidé pour le suivi mondial. Et je pense que c'est OK pour la surveillance nationale. Vous allez avoir des problèmes quand même pour essayer d'utiliser le DTC1 dans certaines zones, certaines communautés. Ça va être difficile de mettre en œuvre si vous vous fixez uniquement sur DTC1. Et je reviens à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Voilà, vous devez toujours penser quel est l'objectif général, identifier ces communautés qui ont vraiment du mal à accéder aux services, mais ne vous fixez pas uniquement sur le DTC1. Il faut l'utiliser, mais s'il n'est pas toujours fiable comme indicateur, vous pouvez utiliser d'autres indicateurs disponibles. Par exemple, s'il y a une épidémie de rougeole dans votre communauté, ça peut être un indicateur utile pour identifier ces enfants dans la communauté, voyez, pour identifier les populations qui sont le plus dans le besoin. Donc, ces communautés qu'on essaie d'identifier, comme je l'ai montré dans mes diapos, il y a une corrélation avec l'accès aux soins antinatales, avec justement donc la vaccination maternelle, et ça peut être justement un indicateur proxy pour ces communautés zéro, puisque vous avez des taux bas de soins antinatales. Donc, on veut que vous utilisiez toutes vos données et pas seulement vous focaliser sur le DDC1. Vous voyez? C'est comme l'étudiant en médecine qui regardait la machine cardiaque. Merci, Samir. Nicolas, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Ou sinon, on passe à la prochaine question? Non, passons à la prochaine question. Je pense que Samir l'a bien couvert. OK. Ça, c'est revenu plusieurs fois, cette question. Est-ce qu'il y a une méthodologie spécifique pour estimer le nombre d'enfants à dose 0? Ou est-ce qu'il y a une formule pour estimer la portion d'enfants à dose 0? Alors, la formule, c'est simple. Si vous comptez le nombre de DTC1 donnés et vous déduisez ceci, donc de nombre des enfants qui sont nés dans cette région, eh bien, vous avez le nombre des enfants qui n'ont pas été vaccinés complètement. On sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans ces chiffres, donc c'est assez fiable au niveau national parce que quand vous agrégez les données, finalement, c'est OK, mais au niveau local, ça peut être compliqué après, au niveau du district. Il est donc nécessaire de faire beaucoup de triangulation, avoir différentes sources de données, voyez, et typiquement, ça serait plutôt avec les facilités de santé ou de district qui ont tendance à se fier au nombre attendu de naissances, voyez. Et ça, c'est basé sur des projections, sur les census des enfants qui ont 10 ans ou plus. Ça peut être assez inexact à cause des mouvements de population, des migrations de population. Il est important de regarder d'autres sources d'informations, tout à fait. Et l'une d'elles, c'est de faire des comptages de tête, essayer d'estimer combien de personnes résident dans votre propre localité, aussi de regarder les informations d'autres programmes, de regarder les tendances sur le temps.
parce que vous pouvez vous attendre à graduellement augmenter le nombre absolu de vaccins que vous donnez chaque année pour voir si vous vous améliorez. Ce n'est pas facile, vraiment, comme tâche. Pour essayer d'estimer le nombre, voyez, de ces enfants. C'est important aussi de ne pas être trop fixé là-dessus. L'exercice pour essayer de trouver quelles sont les communautés et dans quelle communauté vraisemblablement on va trouver des enfants à dose zéro. Vous voyez, regardez les déterminants sociaux. Où est-ce qu'il y a des fournitures de programmes de vaccination et quels sont les déterminants dans les communautés elles-mêmes? Est-ce qu'ils ont accès aux services? Eh bien, ceci, c'est plus important, probablement, que se concentrer ou plutôt que d'être trop obsédé pour trouver donc les estimations les plus exactes des nombres des enfants à dose zéro. Peut-être vous avez des choses à ajouter à ce que je viens de dire pour comment mesurer ces enfants à dose zéro? Oui. Si vous essayez de trouver une formule, eh bien, comme j'ai déjà dit, alors, 100 qui est le DTC1, le pourcentage, et moins et le multiplier. Enfin, je l'ai mis dans le chat. La formule n'est pas difficile. Donc, c'est effectivement le nombre total des enfants moins ceux qui ont déjà été vaccinés par le DTC1. Et effectivement, des données de sondage, ça peut être fiable, mais hélas, ça ne se fait pas très fréquemment. C'est toutes les quelques années. Donc, tout à fait, il faut utiliser la triangulation des données. Si vous pouvez avoir d'autres moyens d'identifier ces populations, vous devez vous y fier. Vous n'êtes pas obligé, lorsque vous pratiquez ceci, d'avoir des DTC1 fiables. Si vos DTC1 sont fiables, OK, utilisez-les. Mais s'ils ne sont pas fiables, vos DTC1, eh bien, soyez flexibles. Trouvez d'autres moyens d'identifier ces populations-là. OK, un bon exemple serait, il y a beaucoup d'installations de sanitaires, beaucoup de districts donc, qui ont des données administratives et eux, ils ont une couverture 100% de DTC1. Donc, ce n'est pas une raison de ne pas chercher ce type de communauté. Couverture de 100%, eh bien, chaque enfant, il y a des problèmes avec le dénominateur, le nombre d'enfants que vous essayez d'accéder. Pourquoi ne pas utiliser les doses de naissance comme indicateur? Oui, ça a un sens, mais pour le suivi mondial, eh bien, les doses de naissance ne sont pas pratiques parce que ces vaccins individuels ne sont pas offerts dans tous les pays. Donc, vous voyez, BCG pour un pays, DTC pour un autre, on n'est pas sûr. On veut avoir un indicateur absolument constant que la plupart des pays vont pouvoir utiliser. Et aussi, ils sont offerts à des points de délivrance institutionnels aussi. C'est bien, mais ça ne peut pas toujours refléter l'accès. Ça ne peut pas toujours refléter l'accès. Donc, le DTC1, c'est mieux, mais on parle de suivi mondial ici. Mais si vous, à votre niveau local, si vous pensez que peut-être la dose de naissance est plus fiable pour trouver ces communautés prioritaires, eh bien, allez-y, pas de problème, utilisez-la. C'est tout ce qui peut vous aider à identifier votre objectif, voyez, pour trouver ces populations qui sont négligées, marginalisées, et ensuite aller de l'avant avec des interventions, voyez. Eh bien, parfois, il y a eu des confusions pour identifier les composantes et ces indicateurs. Et on a eu des inquiétudes. Des fois, ça a paralysé les gens pour aller de l'avant avec la mise en œuvre. Vous connaissez peut-être déjà ces populations ciblées
d'accord? Mais les données ne sont pas fiables, OK? Vous savez que ces populations sont négligées. Vous n'avez pas besoin de vous reposer sur les données si elles ne sont pas trop fiables. Voyez? Allez-y, commencez du coup vos interventions si vous connaissez déjà les populations ciblées. OK, on va continuer sur les interventions. Une question de docteur Attila Nusongo. Pardon si j'ai écorché votre nom, Attila Nusongo. Eh bien, pour les enfants qui vivent dans des zones de conflit, quelle est la stratégie pour ces enfants-là? Yeah, let me take that first. Je peux répondre. Il faut accéder aux enfants dans ces zones de conflit, mais c'est très difficile. C'est un nouveau défi pour les programmes d'immunisation et c'est un défi qui devient de plus en plus important parce qu'une grande proportion des enfants non vaccinés, ils ne sont pas vaccinés à cause des conflits et des insécurités. Les conflits et l'insécurité concernent les familles elles-mêmes parce qu'ils n'arrivent pas à accéder aux installations sanitaires pour des programmes de vaccination, mais ça a aussi un impact sur les services sanitaires. Les installations sanitaires parfois sont détruites, personne ne veut travailler là-bas. Les infirmières, les travailleurs de la santé ne veulent pas travailler là-bas, ne veulent pas vivre dans ces régions. Il n'y a pas d'école ouverte, etc. Il y a beaucoup de risques, hein, beaucoup de dangers. C'est énorme comme défi. Il y a aussi beaucoup d'expérience et surtout du programme Polia qui a essayé d'être implémenté dans les zones de conflit. Comment négocier l'accès à des communautés qui sont souvent à l'extérieur du contrôle gouvernemental et de négocier avec les partis qui contrôlent ces zones-là. Peut-être c'est important. Comment négocier l'accès? Aussi, ce qui est important, c'est une leçon du programme Polio, c'est si vous essayez d'accéder à ces enfants ou ces communautés avec seulement une intervention ou un seul vaccin, eh bien clairement, ça devient très vite creux pour la communauté parce qu'ils ont énormément de besoins. Juste pour des gouttes au PV. Ils ont énormément de besoins en termes de santé. Et l'une des plus importantes stratégies, c'est d'essayer d'intégrer autant de soins primaires de santé que possible lorsque vous arrivez à avoir accès à ces communautés qui se trouvent dans des zones de conflit. Autre stratégie importante, c'est de contracter ou vous mettre en contact avec les sociétés civiles locales ou les ONG qui ont de meilleures connaissances sur la région et qui peuvent essayer d'accéder à la communauté au-delà des services de santé réguliers et qui sont au-delà aussi du contrôle. OK, comme Nicolas a dit, effectivement, le partenariat avec les ONG et les sociétés civiles, ça c'est très important. Oui, vous devez y penser, en fait. Et le Gavi 5.0, donc toutes ces organisations veulent absolument étendre leur partenariat. Et avec le LIA 2030, ça veut dire qu'il y a différents contextes affectés par les conflits. On ne peut pas s'attendre à ce que le secteur public puisse avoir accès à ces communautés. Il faut faire partenariat avec les ONG, avec les sociétés civiles, qui peut-être ont plus de confiance établie avec les communautés. C'est très important pour essayer donc de délivrer ces programmes d'immunisation. Ce n'est pas facile. Chaque scénario est tellement unique
il faut regarder le contexte local pour telle ou telle stratégie. Donc, on a couvert la plupart des questions. Peut-être vous voulez parler de la prochaine session? Oui, bien sûr. Ou alors peut-être on a encore le temps pour une autre question. Oh oui, il y a encore beaucoup de confusion sur les indicateurs. Mais peut-être une clarification écrite serait plus utile plutôt que de redonner la parole à Samir et à Niklas pour ceci. Il y avait aussi des questions sur la présentation de Laura, sur les modèles. Les gens demandaient sur la timeline et certaines spécificités. Donc, comme Laura l'a dit, nous allons partager les modèles d'ici la fin de la semaine et on va aussi vous donner la timeline et beaucoup plus de détails. Donc, soyez patients, dans quelques jours, vous aurez ces modèles. Merci. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Question de réflexion. Donc, que pouvez-vous faire différemment maintenant pour identifier, atteindre et vacciner complètement les enfants à dose 0? Nous mettrons donc ces questions dans le forum en anglais et en français. Nous vous encourageons à y répondre, surtout sur cette plateforme. C'est très, très intéressant et vous pouvez communiquer avec vos pairs. Prochaine diapo. Alors, la session de la semaine prochaine sera le même jour, la même heure. Utilisez les données d'immunisation pour des actions. Prochaine diapo. Et aussi, je voulais vous montrer un petit peu les sessions futures. Nous avons fait un petit changement sur la publication de vos résultats qui vient un peu plus tôt. Et ça va aussi avec donc la planification compréhensive. Donc, essayez de mettre toutes ces dates dans vos calendriers pour pouvoir y assister. Merci. À nouveau, quelques rappels. Donc, s'il vous plaît, répondez à notre sondage maintenant, post-présentation. Et parce que c'est un très bon feedback pour nos facilitateurs et pour s'améliorer. Je pense que le lien sera dans le chat et aussi dans l'email que nous allons vous envoyer. Si vous ne recevez pas nos emails, eh bien, vous devez nous contacter parce que nous voulons absolument vous ajouter à notre liste de mails. Évidemment, le groupe d'apprentissage de Boost, là, vous pouvez trouver toutes les ressources. Donc, vous pouvez aussi rejoindre le canal Telegram de la bourse. Ça, c'est très intéressant pour continuer à partager vos commentaires, vos questions et vos défis avec vos pairs. Et puis aussi, il y a un rappel sur la session prochaine, la semaine prochaine, donc sur l'utilisation des données d'immunisation pour des actions. Évidemment, le certificat d'achèvement sera disponible si vous partagez à toute la série d'engagements en direct. Et effectivement, pour le mentorat, vous allez participer un certificat de réussite, ça sera. Eh bien, nous avons déjà donné ces informations, mais nous allons les refaire passer avec les modèles de la piste A et de la piste B. Je vous remercie. Merci à Samir, merci à Niklas pour leur présentation. Merci à vous tous les participants. Merci pour vos questions. Et j'ai hâte donc à nouveau d'avoir une conversation avec vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.